Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon chien. Je t'ai déjà dit, pas de chien ici. Qu'est-ce que c'est? Ah non, Alexandre! C'est lui ou moi? Couchez-la. L'oiseau dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel. Alexandre Gartempe est un fermier bon vivant, généreux et doté d'une force tranquille. Pourtant, sa vie est loin d'être un conte de fées. Il est tyrannisé par sa femme acariâtre, autoritaire et rigide, qui l'épuise par des exigences incessantes, le soumettant à un rythme de travail acharné. Un événement va pourtant bouleverser son existence, le décès soudain de son épouse. Libéré de cette emprise, Alexandre décide de transformer sa vie et de ne plus se laisser dicter un rythme imposé par quiconque. Il choisit d'abandonner toutes ses obligations et de s'installer dans un lit improvisé dans sa ferme. Aidé par son chien, il organise sa vie selon ses envies, au gré d'un rythme lent et harmonieux. Il mange, dort, observe la nature et vit en totale communion avec son environnement. Cette transformation radicale ne manque pas de susciter l'agacement des voisins et amis d'Alexandre, des fermiers et commerçants empreints d'une éthique de travail rigoureuse. Ils voient d'un mauvais œil son comportement jugé irresponsable et s'organisent pour essayer de le ramener à la raison. Bien dormi, Alexandre? Oui. Alexandre, mon chéri, pour ce matin, rincer les tonneaux, trier les betteraves, traire la vache, sortir le tracteur, rentrer la faucheuse, ranger le bois, biler les carottes, sarcler les fraisiers, repiquer les salades et grimper les sacs au grenier. Et après, on verra. Alexandre! Yves Robert, un réalisateur qui a marqué le cinéma français par ses comédies sensibles et humanistes, est né le 19 juin 1920 à Saumur. D'abord comédien, il débute sur les planches dans les années 40 avant de s'orienter vers le cinéma. Il trouve rapidement sa voie en tant que réalisateur, où son sens de l'humour et son amour pour les personnages un peu hors normes s'expriment pleinement. Yves Robert commence sa carrière derrière la caméra dans les années 50, mais c'est dans les années 60 et 70 qu'il s'impose comme un maître de la comédie, avec des œuvres devenues cultes comme La Guerre des boutons, le plus gros succès commercial du réalisateur avec plus de 9 millions d'entrées, Ni vu ni connu, un des premiers grands rôles de Louis de Funès, Le Grand Blond avec une chaussure noire et sa suite, ou encore Un éléphant ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Mais où c'est que je peux te le raconter alors? Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. Ces films mêlaient légèreté et satire sociale avec un humour fin et des dialogues percutants. Dans la décennie 90, il adapte les romans de Marcel Pagnol, La gloire de mon père et Le château de ma mère, deux films mémorables pour leur tendresse et leur fidélité à l'esprit des œuvres d'origine. Puis 2 ans plus tard, il réalise Le bal des casse-pieds, avec un casting qui donne le vertige. En parallèle de sa carrière de réalisateur, Yves Robert a écrit de nombreux scénarios et joué dans une 50aine de films. On se souvient surtout de sa touchante prestation dans le rôle du père de Patrick Devers, dans Un mauvais fils de Claude Sautet. Yves Robert était aussi producteur via la société La Guéville, fondée avec sa seconde épouse, l'actrice Danielle Delorme. Il est décédé le 10 mai 2002 à l'âge de 81 ans, à la suite d'une hémorragie cérébrale. Tu vas pas me donner les ordres, toi aussi? La fringale, je suis ton aîné. Place aux jeunes! Et je suis père de famille nombreuse. Eh ben justement, tu devrais te coucher moins souvent. Allez! Là-bas! C'est fini, oui! Je vous ai demandé de ne pas faire de bruit. Faut que j'en fasse pour avoir le silence. Allez vous remuer ailleurs!
Vous me fatiguez. J'arrête, moi. C'est avec Alexandre le Bienheureux que Philippe Noiret est devenu un acteur populaire auprès du public, même s'il avait déjà tourné auparavant dans un certain nombre de longs métrages, mais il s'agissait pour la plupart de rôles secondaires. Le film qui a précédé Alexandre le Bienheureux a pour titre Adolphe et l'âge tendre. Le film suivant est Leto d'Alfred Hitchcock. Et tu dis? Non, je te crois pas. T'exagères pas un peu, non? Françoise Brion, née le 29 janvier 1933 à Paris, débute d'abord comme figurante dans le film Ariane, réalisé en 1957 par Billy Wilder, avant d'entamer une carrière internationale en jouant dans des films de Robert Siodmak ou Otto Preminger, mais aussi pour des réalisateurs de la Nouvelle Vague comme Jacques Doniol-Valcroze, à l'époque rédacteur en chef du magazine Les Cahiers du cinéma, qui deviendra plus tard son mari. On la verra par la suite dans Adieu poulet de Pierre Granier de Fer ou Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet. Petite madame. Je faisais du 40. Non, du 75. Qu'est-ce qui parle? Mon collègue. Gendarme. Je faisais du 40. Oh, c'est pas beau de mentir. C'est pas mal votre système. Ah, c'est moderne. On pince tout le monde avec ça. Réveille-toi, Alexandre. Ne rêvasse pas, mon chéri. Pense à ton ouvrage. Alexandre, tu m'entends? Marlène Jobert, qui a débuté chez Godard, n'avait tourné que 3 films avant d'être choisie pour Alexandre le Bienheureux. Le dernier était Le voleur de Louis Malle. Après le film d'Yves Robert, elle sera à l'affiche de la première réalisation de Michel Audiard. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. 120 hectares à l'heure actuelle, c'est sous zéro. Avec la culture intensive, je parle même pas de la culture extensive, 120 hectares, c'est un jardin de curé. Je suis pas comme vous, moi, j'ai pas un pied dans la tombe. Ma petite fille. Je vais monter un poulailler modèle. L'élevage en batterie, ça paye. Avec les tripes des cocottes, on fera de la pisciculture. On fera de la fleur coupée. La floralie, c'est dans le vent. Avec les queues des chrysanthèmes, je gaverai les petits cochons. Au générique, on retrouve également Paul Le Person, dont j'ai déjà parlé dans ma rétrospective consacrée à Coup de tête, Cilla Shelton, la future Tati Daniel, ainsi que 2 autres comédiens qui deviendront extrêmement populaires par la suite, Pierre Richard et Jean Carmet. J'aurai bien entendu l'occasion de revenir sur la carrière bien fournie de ces 2 acteurs. J'y vais. Je vais lui parler. Fais gaffe, il a le fusil. J'ai fait la de Chine, moi. T'es cuistot. Oh, oui, mais je vais faire les autres, moi. Allez, j'y vais. Oliver. J'irais bien, mais je suis père de famille nombreuse, je peux pas prendre de risques. Si ça ne vous ennuie pas, on va faire un peu de télévision, on va abandonner le cinéma pour faire un peu de télévision. Est-il possible de résumer ce scénario? Résumer le scénario, c'est un peu difficile parce que c'est une espèce de conte. Le thème, en gros, est l'histoire d'un homme qui cherche la liberté à travers l'agitation du monde. Enfin, c'est un paysan. Il y a aussi une agitation partout maintenant avec la machine agricole. Et qui trouve quand même sa liberté malgré les hommes et surtout les femmes. Nous jouons un couple, pas tellement bien assorti. Pas mal assorti, mais enfin, des relations un petit peu curieuses peut-être en ce sens que... Qu'il est flemmard et que je le pousse à... Je suis active et je le pousse à l'action parce que je veux que cette ferme soit très rentable. Et tu as le sens de l'organisation et de l'autorité. C'est ça, oui. Le point de départ du film est un livre de Paul Lafargue qu'a lu Yves Robert dans sa jeunesse, Le droit à la paresse. Le cinéaste s'est également inspiré de personnages hauts en couleur qu'il a croisés dans sa vie, dont un qui voulait un chien que sa femme ne voulait pas et qui était obligé de cacher l'animal chez des voisins. À partir de ces 2 éléments, il a décidé d'écrire une nouvelle qu'il adaptera plus tard pour Alexandre le Bienheureux. Le tournage s'est déroulé du 17 juillet au 30 septembre 1967 en Eure-et-Loire, principalement sur la commune d'Alluès et sa campagne environnante. La ferme d'Alexandre est la ferme de la Contrée de Baudouin, située le long du Loir, non loin du village. Cette exploitation familiale, louée par la production,
a servi de décor principal au film, mais les intérieurs, dont la chambre d'Alexandre, avec toutes les victuailles suspendues au-dessus de sa tête, ont été tournés dans les studios de Boulogne-Billancourt. Des photographies en noir et blanc de l'extérieur de la ferme avaient été repeintes en couleur sur de grandes bâches pour donner l'illusion de voir le décor réel par les fenêtres. Il a bien sûr fallu transformer un peu la ferme pour les besoins de l'histoire. Des fausses lucarnes sur le toit donnent l'illusion d'un 3e étage. Du lierre aux fenêtres et des chardons dans la cour ont été ajoutés pour les passages où la ferme est laissée à l'abandon par Alexandre. Alexandre est un caractère assez lymphatique et bien qu'il n'apprécie pas beaucoup le travail qu'on lui impose, se laisse faire jusqu'au moment où, dit-il. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un moment où ça va aller mal. Et il y a un moment où ça va bien, c'est le moment où je meurs. Et Françoise, plutôt la grande, a un accident de voiture. Et Alexandre se trouve libéré à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il en profite pour vivre comme il rêvait de le faire depuis longtemps, c'est-à-dire ne rien faire. Il se couche d'abord pendant très longtemps. Mais le fait qu'il se couche et qu'il laisse la ferme à l'abandon crée un espèce de scandale dans le pays. Et il y a une réunion, si vous voulez, des notables du coin pour le décider, le forcer à se décider à se lever, ce qu'il fait. La charmante épicerie où officie Marlène Jobert a été créée de toutes pièces dans une grange au cœur du village, ce qui n'a pas manqué de surprendre les habitants quand ils ont découvert que des vitrines avaient remplacé les portes en bois. Le chien, comme l'appelle Alexandre, est un corneau très expressif qui appartenait à un dresseur italien. De son vrai nom, Cali, il était un peu la vedette des enfants du village, sauf qu'il ne réagissait jamais à leurs appels alors qu'il obéissait au doigt et à l'œil à son maître. Yves Robert, qui préférez-vous diriger, des acteurs ou des animaux? Ça dépend quels animaux. Les oies sont très difficiles à diriger. Difficile de leur expliquer quelque chose. Quant aux dindons, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Mais le chien qui est dans le film, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que ce chien est un chien qui, naturellement, aime travailler. Quand il ne travaille pas, il fait son numéro pratiquement tout seul, car il a un rôle dans la vie, un rôle social. C'est son métier d'être sur une scène. Yves Robert, est-ce que vous vous considérez comme un metteur en scène de films d'humour, humoristique ou plutôt un metteur en scène comique? J'ai très peur du mot comique parce que ça engendre l'éclat de rire, ça engendre le côté fatalement délirant. Alors quand on essaie de faire sourire les gens ou de les faire rire, ça repose sur tellement d'impondérables que je préfère le mot humour. La nouvelle écrite par Yves Robert avait une fin différente du film. Il n'y avait pas le personnage d'Agathe et c'était le chien qui, ne supportant plus que son maître reste au lit, le forçait à en sortir en lui mordant les fesses puis en se plaçant devant la porte de la ferme pour empêcher Alexandre de rentrer. Alexandre! Alexandre! Oh! Ah non, pas toi, hein? Tu vas pas rester là? Si. Dans ton lit? Oui. Ben, le travail? Je m'en fous. Mais ta terre! Elle fait comme moi, elle se repose. T'es dingo? Je suis fatigué. Depuis 10 ans, je suis fatigué. Je récupère, je te dis. Né le 13 avril 1940 en Roumanie, Vladimir Cosma est le fils d'un père pianiste et chef d'orchestre et d'une mère musicienne. Il baigne donc dès son enfance dans un univers musical riche. Il commence à apprendre le violon à l'âge de 5 ans et émigre en France en 1963 pour se perfectionner au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avant de s'imposer comme compositeur de musique de film. Au fil des décennies, il composera une flopée de mélodies cultes comme celle de Rabbi Jacob, Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Chèvre, mais aussi La Boum, L'As des As, Les Compères, impossible de tous les citer tant il y en a. Compositeur attitré de nombreux réalisateurs comme Yves Robert, Claude Zidi, Francis Weber et Gérard Houry, les musiques de Cosma se distinguent par leur variété stylistique, passant de la musique classique au jazz, en intégrant des accents folkloriques ou contemporains, ainsi que des instruments solistes. Aussi à l'aise dans la comédie que le drame, il obtiendra 2 Césars de la meilleure musique originale pour Diva en 82 et le Bal en 84.
Vladimir Cosma est un des plus grands compositeurs de musique de film français et certainement l'un des plus populaires dont l'œuvre a marqué plusieurs générations de spectateurs. Son génie mélodique et sa capacité à capter l'essence d'un récit en quelques notes continuent d'inspirer de nombreux musiciens. Alexandre le Bienheureux est sa première composition pour le cinéma. Le thème principal, chanté par Isabelle Aubray pendant le générique, est une mélodie simple mais pleine d'émotion. Sa musique, qui mêle légèreté, humour et poésie, est parfaitement intégrée à la narration et accentue la dimension bucolique du film. On peut retrouver l'intégralité de cette partition dans une édition parue en 1993. Elle est également incluse dans un énorme coffret regroupant 40 bandes originales composées par Cosma pour 40 films, mais il ne semble plus disponible à la vente. Pour ce comparatif, je n'ai que 3 affiches étrangères à vous proposer. La française est signée Savignac, elle est tout à fait dans l'esprit du film avec le chien assis sur les chaussures de son maître en train de roupiller. Simple et sobre. Je n'ai pas trouvé d'informations sur l'origine de cette affiche américaine titrée Very Happy Alexander. Assez proche de la française dans l'idée, elle est tout aussi sobre et amusante. Du côté du Japon, on a l'habituel patchwork d'images tirées du film. On termine avec l'affiche hongroise qui reprend la scène la plus emblématique du film, montrant Noiret dans son lit avec un système de poulies au-dessus de lui et que je trouve plutôt sympathique, même si j'ai un petit faible pour la française et l'américaine. Alexandre le Bienheureux sort le 7 février 68 et rassemblera sur l'ensemble de la France un peu plus de 2 millions de paresseux, dont 850 000 sur Paris et sa périphérie. Des chiffres proches de ceux de Ni Vu Ni Connu qui avaient atteint les 2 500 000 entrées. Joli succès donc pour Yves Robert et aussi pour Philippe Noiret qui devra attendre le vieux fusil en 75 pour dépasser ce score. Yves Robert, connu pour son humour subtil et ses portraits tendres de la vie française, livre avec ce film une fable brillante qui a marqué une étape importante dans sa filmographie. Alexandre le Bienheureux, qui traite du bonheur simple et de la rupture volontaire avec une société obsédée par la productivité, trouve un écho particulier dans un contexte d'après-guerre où le consumérisme prend son essor. Son intrigue repose sur une succession de situations burlesques et décalées, alors que ses voisins tentent en vain de lui faire reprendre son activité à la ferme. Au cœur du film se trouve une critique douce amère d'une société axée sur la rentabilité et le travail comme valeur suprême. Alexandre incarne une forme de résistance passive mais puissante, adoptant un style de vie où la paresse devient philosophie et acte politique. Les scènes où il partage un moment avec son chien et admire le paysage soulignent une forme de retour à l'essentiel. Yves Robert utilise ces moments contemplatifs pour exalter une communion avec la nature et une célébration des plaisirs simples. La caméra du cinéaste accompagne le rythme nonchalant d'Alexandre. Il filme la campagne avec amour, servant de cadre idéal à une histoire empreinte de rêverie. Le rôle-titre est incarné par Philippe Noiret, dont le charisme naturel et la bonhomie donnent une profondeur à ce personnage réfractaire aux contraintes d'un monde qui s'accélère. Quant au second rôle, ils sont tous parfaits, de Paul Leperson à Jean Carmet, en passant par Françoise Brion, qui a accepté ce rôle antipathique après le refus de plusieurs autres comédiennes, sans oublier les débutants Pierre Richard et Marlène Jobert, et bien sûr le chien Cali. Si les Césars avaient existé en 68, Cali aurait certainement remporté celui du meilleur acteur canin dans un second rôle. De rien le chien. Alexandre le Bienheureux n'est probablement pas un chef-d'œuvre, mais c'est un conte plein de charme avec toute une série de trouvailles visuelles et de gags absurdes. À travers cette comédie poétique, Yves Robert propose une réflexion qui, sans prétention, reste encore pertinente aujourd'hui.
Faut-il s'épuiser à courir après le bonheur, ou comme Alexandre, choisir de le goûter pleinement dans le moment présent? Tout en étant profondément ancré dans une réalité rurale française, le film touche à une vérité universelle sur la condition humaine. Une œuvre à découvrir ou redécouvrir pour ceux qui cherchent une pause dans ce monde de plus en plus stressant et survolté. Troisième question. Eh ben vas-y, tondeur. Puyo Véloce. Puyo Véloce. Puyo Véloce. Philoscopus colibita. Philoscopus colibita. Oui, bah, si j'avais pas été là... Le film a connu plusieurs sorties en DVD jusqu'en 2013, date de la première édition Blu-ray entièrement restaurée. L'image est globalement stable, avec une belle colorimétrie et des contrastes mieux gérés par rapport au DVD. Certains plans sont un peu moins définis, mais rien de catastrophique. Si vous aimez voir ces comédies des années 60 dans les meilleures conditions possibles, jetez-vous sur le Blu-ray. Mais si vous n'avez pas d'exigence du côté de l'image, vous pouvez vous contenter du DVD sorti en même temps que le Blu-ray, et qui a lui aussi profité d'un petit lifting. Cette édition contient également un documentaire de 70 minutes qui donne la parole à Pierre Richard, Marlène Jobert et Françoise Brion, ainsi qu'au fils d'Yves Robert qui était assistant sur le film. Demain, on reste tous au lit. Moi, mon père ne veut pas. T'as qu'à dire, t'as des végétations qui te poussent. Tous se plument demain, les mecs. Moi, mon père... On se lève pas. Vous allez pas me dire que vous avez tous les végétations qui poussent? Si, papa. Tous ensemble le même jour? Oui, papa. Vous vous foutez de moi? Oui, papa. Voilà, c'était la dernière rétrospective de l'année 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent réveillon et vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et moi maintenant, je vais me coucher.